Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui on s'attaque à du très lourd donc vous avez intérêt à être attentif. Je vais être l'apôtre d'une fierté picturale française, le verrou de Jean-Honoré Fragonard. Nous sommes en 1777, Jean-Honoré Fragonard a 45 ans, c'est un peintre connu, reconnu, qui nous propose une consécration de son art et de ses recherches en tant qu'artiste, de ce qu'il aime faire, et c'est aussi un témoignage de l'ambiance de son époque, ici avec le verrou. Donc c'est une huile sur toile, haute de 74 cm, large de 94 cm, exécutée en 1777 donc, et conservée à Paris, au musée du Louvre. Alors il y a un tas de problématiques qui se posent quand on étudie ce tableau. Beaucoup de choses ont été écrites, interprétées, voire surinterprétées. Ce que nous allons faire, vous et moi, c'est rentrer dans le tableau. N'oubliez pas qu'un peintre, comme n'importe quel artiste, est parfois obligé d'avoir recours à des artifices pour dissimuler son message. C'est pourquoi nous allons progresser du plus évident au plus dissimulé, et ce, sans attendre. Qu'est-ce que vous voyez? Deux personnages réunis en une étreinte, la femme, l'homme qui tend son bras pour fermer le verrou, qui donne son titre au tableau, et qui finalement est aussi l'un des acteurs du drame, de l'action. Cette pièce, ce couple, cette scène, ce destin est verrouillé. Madame, quant à elle, tente de se dégager de cette étreinte instable, où les postures des deux personnages se répondent. Les yeux à demi clos, les joues roses, elle pose sa main sur le cou du libertin, mais ce faisant offre le sien aux assauts de ce dernier. Vous voyez la répartition de l'espace, vous avez un tiers du tableau pour le couple et deux tiers pour ce lit absolument extravagant. L'utilisation des couleurs et de la lumière vont former l'harmonie, l'ambiance du tableau. Et finalement, vous remarquez que la palette est réduite à 3 couleurs et aux nuances qu'elles appellent. Vous avez le rouge, le blanc argenté et le jaune doré et ses nuances de brun. La lumière se ressent aussi comme une substance parce qu'elle accroche tous les plis des drapés. Et même l'absence de lumière, l'ombre, on peut dire que l'ombre accroche le drapé, par exemple là sur le baldaquin ou sur la table. La lumière également construit le tableau. On peut suivre sa trajectoire depuis le verrou, puis elle descend en passant par le couple en pleine lumière, donc elle met en valeur, c'est presque comme un spot sur ce couple, puis elle passe sur le coin du lit pour finalement s'arrêter sur la table avec cette pomme. Donc tout cet effet souligne la diagonale qui coupe le tableau en deux. Et à partir de là, vous voyez déjà que la couleur, la répartition de l'espace, la lumière et la construction articulent l'ensemble de façon complexe. Il y a une réflexion. Et cette complexité de la construction n'est qu'un écho à la complexité iconographique. Et justement, on va s'intéresser à toute cette iconographie en rappelant que les codes de la peinture sont connus de tous les artistes et des amateurs de l'époque, donc il n'y a pas de surinterprétation. On commence par ce petit bouquet de fleurs, ce bouquet de fleurs des champs en bas à droite. C'est ce genre de bouquet porté au décolleté par les femmes et qui avait une fonction esthétique bien sûr, de parfum aussi. Ce sont des fleurs des champs, des fleurs sauvages, et il faut alors se rappeler les vers de Ronsard. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Donc, ça veut dire qu'il faut profiter de sa jeunesse, qu'il faut profiter du temps qu'on a, c'est le carpe diem. On passe ensuite sur cette chaise renversée qui souligne l'aspect vif, la violence de la scène, et la pomme sur la table, le point d'arrivée de la lumière, c'est le fruit du péché, c'est la pomme d'Ève qui est ici entière, elle n'a pas encore été croquée. Et la cruche ensuite, alors on pensera au tableau d'un bon ami de Fragonard, donc Greuze, qui en 1771 peint la cruche cassée, avec la même iconographie et le même message. Sauf que, chez Fragonard, la cruche n'est pas cassée, mais seulement renversée. Donc l'innocence est encore là, mais malmenée. C'est une sorte de redondance en nature morte à l'extrême gauche du tableau, de ce qui se passe entre les personnages à l'extrême droite du tableau. On a commencé par des fleurs, on termine par des fleurs. Généralement, celle-là, vous ne la voyez pas. Cette rose, une rose rouge, je vais vous laisser 10 secondes pour la trouver, elle est placée à un endroit stratégique, au point de rencontre des 3 couleurs du tableau. Elle forme ainsi la clé de voûte du coloris, et elle est ici sur le lit, où elle a été laissée. Donc la rose rouge, évidemment, c'est l'amour passionnel. J'ai dit clé de voûte parce que c'est
très appropriée. Cette rose fait vraiment le lien, elle permet le dialogue, la correspondance entre les couleurs. D'ailleurs, on va s'intéresser un peu plus à cette correspondance du coloris. Avec le blanc d'abord, donc cette chemise absolument affolante de l'homme, cette qualité folle du drapé, des plis, de la manche, le col qui tombe en arrière et ce fessier bien de face par rapport au spectateur, c'est la première chose qu'on voit, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder, donc tout le monde se calme. Ce qui est intéressant, c'est la correspondance entre le jupon de madame et le drap du lit. Vous voyez, même couleur, même matière, même rendu de lumière sur cette texture, et du coup, si on traitait ce coin de lit par anthropomorphisme, on y verrait facilement un genou, puis une cuisse, puis on remonte ce corps allongé jusqu'aux deux oreillers dont les coins bien pointus qui font facilement penser à une belle paire de seins. Et d'ailleurs, si on voulait s'amuser, on mettrait cette partie du tableau en pendant d'un certain tableau de Gustave Courbet 1866, conservé au musée d'Orsay, L'origine du monde. Avec le rouge, et si on poussait encore plus loin, on verrait dans le baldaquin une forme vaginale, et si on trouve un vagin, il faut chercher l'autre partie, n'est-ce pas? Et quand on voit cette protubérance, l'autre partie du baldaquin qui retombe dans ces formes de deux boules complètement improbables, eh bien, vous avez votre pénis. Alors qui, comment, pourquoi en est-on arrivé à ce tableau? Jean-Honoré Fragonard est né en 1732 dans la jolie petite ville de Grasse en Provence et mort à Paris en 1806. Au départ, on pensait de lui, on espérait de lui, surtout Diderot, qu'il représenterait la nouvelle génération de peintres d'histoire, la grande peinture noble, à sujet historique, mythologique, religieux, c'est-à-dire les sujets qui sont au sommet de la pyramide des genres au XVIIIe siècle. Sauf que ce n'était pas du tout ce que Fragonard aimait faire, il aimait faire des portraits et surtout des scènes de genre. Alors, il a fait son éducation à l'académie, il a fréquenté l'atelier du grand peintre officiel François Boucher, il est allé à Rome avec Hubert Robert, où il a pu observer les antiques, les grands peintres italiens. Il faisait une peinture à la mode sous Louis XV et sous Louis XVI. Et il repart en Italie en 1774. Et même si beaucoup de monde va dans ce beau pays voisin, c'est pas comme aujourd'hui où on part facilement en low cost, non. Il faut y rester un peu plus de temps. Et après ce temps en Italie, il continue son voyage vers la Flandre et la Hollande, où il admire notamment Rembrandt. Et c'est à partir de ce voyage, et d'un échec puisque Fragonard s'est vu refuser une importante commande pour la comtesse du Barry, qui était la favorite de Louis XV, donc qu'il va montrer sa capacité à se renouveler, notamment face au néoclassicisme qui devient le nouveau goût. Donc il va de nouveau se métamorphoser avec des effets de contraste plus importants entre le clair et l'obscur, comme dans le Verrou. Un effet aussi de flou plus maîtrisé qui va adoucir les traits et une touche plus lisse, moins glacée, moins crème fouettée. Donc le Verrou, c'est le pendant d'un autre tableau réalisé en 1775, l'Adoration des bergers, et qui est censé représenter l'amour sacré contre le Verrou, lui censé représenter l'amour profane. D'ailleurs, ce thème de l'amour profane a sûrement été évoqué par celui qui a commandé notre Verrou, un libertin, le marquis de Véry. Et cette commande, c'est l'aboutissement de la peinture galante. Si Antoine Watteau représente la première génération, le créateur du genre, François Boucher représente la seconde génération, la pleine maîtrise, et Jean-Honoré Fragonard incarne la troisième génération, et on parle alors de peinture libertine. Donc bon, en fait là, je réduis au plus simple, mais en vérité, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que dans ce dernier quart du XVIIIe siècle, là on est en 1777, plein de choses se passent. La philosophie des Lumières, l'apparition du roman d'amour avec Rousseau notamment, le retour de la peinture d'histoire, la peinture morale, et le règne de Louis XVI, les problèmes économiques, la réforme de l'État, la critique de la noblesse et du système des ordres. La Révolution française, c'est moins de 20 ans plus tard. Et à l'époque, on n'a pas accès à BFM TV, donc il faut un peu plus de temps pour que les choses s'amorcent. Tout ça, c'est le contexte du Verrou. Et c'est un contexte que Fragonard n'est pas le seul à vivre. 5 ans plus tard, en 1782, un certain Choderlos de Laclos publiera Les Liaisons dangereuses. Et je pourrais vous faire 1 heure de vidéo sur le lien entre ce roman épistolaire et sur Jean-Honoré Fragonard, sur les Fragonard. Mais je vais me contenter
de donner les informations probantes, à savoir que Fragonard a peint le portrait de Marie Guimard, qui jouera le rôle de la marquise de Merteuil dans une adaptation théâtrale des Liaisons dangereuses. Et surtout que le fils de Jean-Honoré Fragonard, donc Alexandre Évariste Fragonard, et la belle-sœur et élève complice de Fragonard, donc Marguerite Gérard, illustreront tous les deux l'édition 1796 des Liaisons dangereuses. Bien sûr, on peut facilement dire que le verrou lui-même est une illustration anticipée de la relation Valmont-Tourvel ou Valmont-Cécile, pour ceux qui connaissent le roman. Disons que c'est l'ambiance de l'époque, en tout cas, qui permet les liens faciles entre ces deux œuvres. Parce que critique de la noblesse, qui se complète dans le libertinage, parce que ambiance sociale libertine, légère, ceux qui sont en haut de la société, ou proches du haut de la société, et qui se défont des vrais problèmes que vivent une importante partie de la population. Vous voyez, n'a pas trop changé depuis le XVIIIe siècle. Avec tout ça, vous comprenez l'intérêt de ce tableau, pourquoi il est important, excitant, quelle étape il révèle dans l'histoire de l'art, comment il a été construit, quels sont les messages érotiques, critiques, artistiques. Une image comme celle-ci est à la fois l'intelligence et l'âme du XVIIIe siècle. Alors tout ça, c'était de l'analyse, de la recontextualisation rapide. L'interprétation du tableau, je vais vous la laisser. Amour, viol, elle veut mais elle ne peut pas parce que la bienséance lui interdit, parce qu'elle est mariée et qu'elle ne peut pas céder aux avances d'un libertin, même si elle nourrit des sentiments passionnels pour lui, toutes les clés de compréhension que vous venez d'avoir vous permettent de vous faire votre propre idée. Ce sur quoi on va se mettre d'accord avec cette phrase de Rameau, c'est que l'amour est cruel quand il est outragé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par un commentaire. Abonnez-vous, partagez-moi et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.